Grand Moulin. Bonjour et bienvenue sur la PNIX, émission du Journal International sur le 3e lieu, votre radio étudiante aujourd'hui. Sujet assez nouveau, on aime assez manger dans l'équipe et donc on a décidé de parler de la nourriture et des relations internationales. Avec nous cette semaine une équipe assez sympathique, Mathieu Olagnier, Elodie Babinet, Camille Godefroy et Hugo Joly. Bonjour tout le monde. Salut, salut. Alors du coup vous allez chacun faire une chronique. Mathieu, de quoi tu vas nous parler? Je vais faire une chronique donc sur les visites et les dîners d'État. D'accord, super. Ensuite, je crois que Camille, tu continues un petit peu dans ce thème-là. Oui, tout à fait. Je vais vous parler de la gastrodiplomatie, donc voir la diplomatie par rapport à la gastronomie. Et enfin, Elodie, tu nous parles d'un sujet un petit peu différent. Moi, ce sera les scandales alimentaires. Super, on a hâte d'entendre vos chroniques, mais avant, comme chaque semaine, retrouvez la chronique d'actualité internationale d'Hugo Joly. Bonjour Hugo. Bonjour, et oui, je n'ai absolument rien à voir avec la gastronomie, mais je suis là quand même. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes tous prêts à affronter le deuxième semestre qui, si je regarde un petit peu au loin, semble bien décidé à poser quelques mines antipersonnelles. Je vous conseille donc de bien rester vigilant durant ces prochaines semaines. En parlant de vigilance, j'en connais un qui a demandé au ministère de la Justice d'étudier la question du port de l'arme et sur ses effets. C'est bien sûr le président actuel des États-Unis qui, ce mardi 20 février, a demandé au ministère de la Justice d'étudier une réglementation qui serait plus dure en matière d'armes. Par plus dur, il ne faut pas comprendre une plus grande difficulté à s'approprier une arme à feu. Bah oui, il ne faudrait pas décevoir les lobbies des armes à feu qui ont financé une partie de sa commande présidentielle. Mais par plus dur, il faut comprendre une réglementation visant à rendre impossible le changement d'une arme à feu légale en fusil automatique. Ne prenons donc pas le problème par la racine, je vais par conséquent le lui présenter en chanson. Non, rien de bien, non, tu ne comprends donc rien. Ton pays se lance dans une guerre intestine, elle se tue et tu ne fais rien. Non, tu restes fidèle au lobby, à tes convictions chéries, tu rends la vie morose. Ton peuple se meurt et tu ne fais rien. Contrôle l'achat de ces engins de mort. Oui, je vois la vie morose, ça me provoque de l'arthrose. Trump ne fait pas les bonnes choses. Mon Dieu. Moi, j'aurais certainement pas osé. Oh, vous avez tous profité de ma belle voix. Et quelle belle voix. Ah bah oui, quelle voix d'opéra. Une voix suave. Sur The Voice bientôt, hein, on espère t'y trouver. Continuons donc sur une note saine et candide, passons à la Russie. Ce jeudi 1er mars, Vladimir Poutine a fait un discours auprès du Parlement que l'on peut séparer en deux idées. La première partie, qui est la mineure en termes politiques, mentionne ses intentions, ses actions pour son pays, c'est-à-dire son objectif social avec l'augmentation de la natalité, ou bien économique avec une volonté d'investir davantage dans les infrastructures, ou bien enfin politiquement l'idée de renforcer les institutions démocratiques. Seconde partie, qui a été considérée comme la majeure de son discours par une bonne partie de son auditoire, la présentation de l'évolution militaire et donc de la capacité nationale militaire. En effet, s'il s'est, grâce à ce discours fondé dans le rôle typique du « prêtez-moi votre confiance, je vous offre la sécurité », autrement dit, Poutine, en exposant sa capacité militaire nationale, affirme clairement une nouvelle manière de concevoir la Russie. Pour éclaircir, il ne s'agit pas d'une quelconque menace de la Russie envers le monde entier, mais d'une simple forme on ne peut plus originale de dire « maintenant nous avons de quoi jouer dans la partie des plus puissants de ce monde, il s'agira donc, monde des puissants, de nous voir autrement ». Ou alors, autrement dit, c'est aussi une manière de montrer son corps en le présentant tel qu'il est, pour finir par montrer sa tub, histoire de dire « attention, ne me mets surtout pas dos à toi, je vais te faire mal maintenant ». Un petit peu trop, oui. Vu qu'on est candide et coquin, eh ben on retient ce qui nous menace potentiellement. On passe en Corée du Sud, où ce 27 février, le Parlement sud-coréen a voté une réduction du temps de travail à 52 heures par semaine contre 68 heures auparavant. Ça travaille moins qu'à Lyon 3. Hein. C'est des gens bien quand même, hein, parce que... Cette décision émanant du programme de l'actuelle présidence de Moon Jae-in va s'appliquer de manière progressive, soit jusqu'en 2021, pour une application totale à toutes les entreprises. Cette loi fut d'abord prise sous plusieurs idées. Pour permettre une meilleure qualité de vie aux Nord-Coréens, qui travaillent 40 heures par semaine initialement, 12 heures supplémentaires et 16 heures le week-end sans toucher forcément des avantages tels qu'être payé plus, désormais le temps de travail est restreint et en plus le temps de travail effectué, le week-end sera payé moitié plus. Oui, j'ai bien dit moitié, pas double. C'est pas le pays des tout poutous non plus, hein, faut pas abuser. Hein. Mais certes, cette loi fait ressurgir quelques petites oppositions. En effet, pour le troisième pays de l'OCDE où ces travailleurs travaillent le plus, derrière le Mexique et le Costa Rica, cette loi
plus l'augmentation progressive du coût du travail risque pour les premiers temps de désavantager les PME, les petites et moyennes entreprises, par rapport aux grands groupes. Mais outre ces oppositions, une des intentions majoritaires est de permettre un plus grand confort pour les salariés et travailleurs, là où ceux-ci travaillaient en moyenne 2069 heures par an, contre une moyenne des pays de l'OCDE qui, bien inférieure, s'élevait à 1763 heures par an. Pour terminer, on va parler d'une actualité très en parallèle avec le but de l'être humain, c'est-à-dire nettoyer ce monde de ses poubelles. En Indonésie, le gouvernement s'est engagé récemment d'ici à 2025 de rendre le fleuve de Citarum potable. En effet, le fleuve du Citarum a reçu le prix du fleuve le plus pollué du monde, où l'on peut retrouver toutes sortes de déchets allant des tampons usagés sortant d'usines, déchets ou des déchets en tout genre. Attends, des tampons usagés sortant d'usine. Il les prépare déjà tout fait. Ils sont livrés usagés, c'est étrange. Ils sont très très forts quand même. Bah oui, il faut bien recycler quand même à un moment donné. Constatant donc que cette pollution s'accrut, se déversant dans le fleuve, que celle-ci sert à irriguer les cultures de riz, était néfaste pour les agriculteurs proches de l'eau, mais aussi pour les consommateurs nourris au riz de poubelle. Il s'agit ici d'une décision d'ordre d'intérêt national. Il est encore trop tôt pour se réjouir de cette nouveauté en apparence remplie de bonnes intentions. Car il faudra passer au travers des entreprises polluantes, qui celles-ci ayant un poids décisionnel dans les prises de décision nationales, peuvent paralyser ou retarder le projet de purification du fleuve. Ainsi, en attendant de vider le monde de ses bouses, de pouvoir crier ouf dans la rue sans se prendre un chai d'acide en plein visage, il faudra prendre son mal en patience et lutter. C'est donc terminé pour moi aujourd'hui. Paix, amour et adelphité. Merci beaucoup Hugues, et moi, ne doute pas une seule seconde que quand le fleuve sera purifié, j'irai m'y baigner. J'irai faire la présentation avec une chanson si tu veux même. Eh bien, l'engagement est pris, vous écoutez tous, l'engagement est pris, on ira se baigner. Et Hugo chantera à côté. Voilà, c'est comme ça. Maintenant... Beau programme. Et tu seras là, Elodie. Effectivement, tu seras là. Mais maintenant, on va parler de choses bien différentes du thème de l'émission, la nourriture et les relations internationales, avec une première chronique de Mathieu Aulagnier. Je crois que tu vas nous parler des visites et dîners d'État. Une chronique aux petits oignons, sans faire de mauvais jeux de mots. Ok, merci Flavien. Excuse, mais bon, c'est ma première, je vais me rattraper. Donc laisse-moi t'amener dans le monde merveilleux des petits fours, flûtes de champagne et des gâteaux de truffes au marbré d'épinards. Ça a l'air bon. Oh, elle m'a toujours dégoûté. Attends. Visite... Non mais, quelle méchanceté avec Elodie. Visite et dîner d'État. D'abord, qu'est-ce qu'un dîner d'État ? Est-ce que par exemple, quand ma maman reçoit la famille à manger, ça pourrait être un dîner d'État, ou alors c'est plus comme j'invite des copains? Est-ce que c'est plus détendu, comme quand par exemple je fais une soirée crêpe avec un peu de rhum dans la pâte? Beaucoup les fameuses. Beaucoup de rhum. Trop de rhum. Ouais. Vous n'aimez pas mes crêpes, j'ai l'impression. J'aime pas le rhum surtout. Je pense qu'elles font pas l'unanimité. je crois, j'ai mais l'impression. Je sais pas trop comment ta mère reçoit, mais ça elle doit... reçoit très bien ma mère. Oui, non, aucun doute. Tout le monde ici de dire le contraire. Ça doit plus s'en approcher que de tes soirées crêpes, ça, de toute façon, c'est sûr. Donc quand je dis approcher, ça reste quand même approcher de très loin. Il existe voilà ce qui se passe quand on invite un homme manger des crêpes. Voilà, il vous dit à la radio, au nez et à la barbe de tout le monde, que ces crêpes sont mauvaises. Je les ai toutes Elles mangées. sont pas mauvaises. Il en restait une, tu l'as prise. Faut aimer le rhum, quoi. Il faut aimer le rhum. Merci beaucoup Mathieu. Bon, il existe en fait des catégories protocolaires hiérarchiques de visite entre chefs d'État. Donc différentes catégories pour chaque dîner. Selon le site officiel de l'Élysée, il y a 4 types de visites. Dans l'ordre hiérarchique décroissant, les visites d'État... Et pas des pains au chocolat. Non, voilà. non, je vais en parler après. Les visites d'État, les visites officielles, les visites de travail et enfin les visites privées. Et cela pour l'ensemble de la communauté internationale. Bien évidemment, comme les choses sont bien pensées, pour chaque type de visite, un type de dîner. Le premier et le plus important, le dîner d'État. Le top du top, le nec plus ultra des dîners. Celui pour lequel même un vegan dans le corps d'un phobique alimentaire tuerait. Là où tu seras bientôt invité, je l'espère, Flavien. Mais sans doute. Il est donné par et chez le chef de l'État hôte. Maison Blanche ou Buckingham Palace, par exemple. Pas dégueu, quoi. Je peux te dire que ça te change de ta chambre d'étudiant ou du bistrot U. Et donc cela en l'honneur de la visite d'État d'un souverain ou d'un président étranger. En dessous, il y a le dîner officiel, puis le dîner de travail, et enfin le dîner dit intime. D'accord, mais viens-en au fait. Qui dit dîner dit... Manger. Excuse-moi, mais je te coupe, mais c'est exactement là-dessus que j'allais embrayer. Lirais-tu dans mes pensées ? Un petit peu, j'ai un petit peu un talent médium, voilà. Ouais, il me semblait aussi. Donc parlons peu, parlons bouffe, donc. Gourmandise, entremets, boostify, victuailles, tambouille. Je pourrais continuer longtemps, mais je vais vous épargner les 64 mots recensés dans le DICO des synonymes pour nourriture.
Ça fait vraiment pas mal. Que mangent et manger les convives de ces extraordinaires repas? J'ai fait quelques recherches et voici ce qu'explique le livre des menus. En France, il y a une évolution. Le genre d'évolution qui font passer de 10 plats par repas en moyenne au début du 20e à environ 3 ou 4 maintenant. Donc il faut savoir que ces repas au début du 20e, c'est des repas tellement maxi-obèses que même Joey Chestnut, le recordman du monde de manger des hot dogs, serait poussé à bout. Il faut se rendre compte un peu de la chose. Donc parmi lesquels, je n'ai pris que les moins caloriques, pêle-mêle, melon frappé, sel de présalé forestière, foie gras frais glacé au xérès, truite saumonée au vin du Rhin. Donc je vous rassure, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Et pourtant moi ça me donnait envie là, j'avais un petit peu faim du coup. Ouais, mais ça c'est étrange. La plupart des choses, vraiment, ça m'échappe complètement. Donc après avoir lu ça, j'y voyais autant des magnifiques plats que des termes techniques d'escrime ou des types d'insectes amazoniens. Regarde. Donc c'est pareil partout. La tradition internationale veut que les plats soient une représentation de la culture des pays. Aux États-Unis, il a été servi à Obama et Hollande un homard du Maine, donc c'est un état dans le nord des États-Unis, sur son lit de potatoes, comme ils disent là-bas, du Dauphiné, donc une région de la France. En Australie, lors d'un dîner avec le premier ministre japonais, c'était un ensemble de thon australien et de calamars japonais farcis. Donc le dîner d'État, c'est le point d'orgue de la visite. Il revêt d'une importance capitale, et chaque signe d'amitié ou de respect y est attentivement scruté. Cela commence évidemment donc par le menu. Et je pense que je vais aller michto à la sortie de l'ENA pour aller manger ces trucs. Hein, ça m'étonne pas du tout. Je t'imagine à Strasbourg avec ton bonnet en train d'attendre les élèves de l'ENA. Mais je pense que ça marcherait bien. Pour être invité plus tard. Il faut pas me sous-estimer là-dessus. Hein. Mais attends, il y a quelque chose là. J'ai envie de savoir. Ce genre de repas, j'imagine qu'ils sont millimétrés. Et aucun faux pas n'est permis. Du coup, pour le bien de ces relations internationales. Exact, c'est très très bien résumé ça. Ce genre de dîner, ce sont des casse-têtes pour les organisateurs. Oui, mais du coup, tu vois où est-ce que je vais en venir? Ouais, je vois. Comment ne pas voir? Même Babinet a compris. Tu veux du croustillant, tu veux des ratés, des malaises, des gaffes. Que demande le peuple? Je vais te servir. Déjà, dans la catégorie phrases embarrassantes, le gagnant incontestable, le prince Philippe, mari de la reine d'Angleterre. Il y en a des dizaines d'autres, mais je vais me contenter de 2. Dans l'Express, on découvre qu'il a dit lors d'une visite officielle en Australie: est-ce que vous vous jetez encore des lances dessus au leader aborigène? Attends. Il lance vraiment des lances du coup ou pas? Bah, je pense que peut-être que le leader aborigène lui a lancé une lance dessus suite à ce qu'il a dit, mais honnêtement, ultra condescendant. Effectivement, c'est un petit peu malvenu. Non, mais il est comme ça. Ou par exemple. Mais il les cache au moins. Ah ouais, non, mais il les cache. C'était peut-être du second degré, l'humour anglais. C'est possible. Et donc, par exemple, il a aussi dit cela ressemble à ce que me ramène ma fille de ses cours de dessin de primaire à une expo sur l'art éthiopien en Éthiopie. Donc, voilà un homme qui aime sa fille. Ouais, ou qui n'aime pas l'art éthiopien, je ne sais pas. Donc un rigolo ce prince Philippe. Ils ne doivent pas s'enduyer les tabloïds anglais. Coutumier du fait, il ne faut pas oublier qu'il a fait des visites d'État depuis 65 ans. Faut dire que c'est un ancien le gars, hein, 95 ans maintenant. Il a d'ailleurs qu'il est sur le trône. Il a pris sa retraite, il me semble. Il va prendre sa retraite dans les mois qui suivent. D'accord. Et donc, c'est sûr, il en a 2-3 bourdes à son actif, c'est normal. Dans la même veine, Nixon, de passage en Angleterre, aurait lâché un exquis: les femmes anglaises ne savent pas cuisiner, au beau milieu d'un repas avec la reine. La classe. Oui, non, vraiment. Alors tu lâches ça maintenant, là, c'est terminé. Je suis pas sûr besoin du Watergate. Je suis sûr que certaines femmes anglaises savent cuisiner. Ah, mais certainement. Comme il faut dire certains que, hommes, ils doivent pas cuisiner anglais, mais ils doivent certainement bien cuisiner. Ils partent avec un handicap du C'est fait de ça. leur cuisine, ça c'est sûr. Donc forcément, je pense que c'est là-dessus C'est pas un bonus, quoi. Qui jugeait. Exactement, ce n'est pas du tout un bonus. Et donc, dans un style différent, on a aussi le président qui veut trop en faire. En l'honneur des chefs d'État et de gouvernement et des présidents d'institutions ainsi que des délégués de l'Union africaine et de l'Union européenne, et en l'honneur surtout de leur présence ici, de nous avoir tant honorés, et en l'honneur de la jeunesse de nos 2 continents, que je voudrais dire vive la coopération Union africaine, Union européenne. Je vous remercie. Merci. En l'honneur des miens, comme on dit. Et enfin, il y a les innombrables bourdes de protocole, comme celle de Barack Obama qui a commencé son discours alors que le God Save the Queen n'était pas fini, ou encore lorsqu'il a mis ses 2 mains sur les épaules de la reine Elizabeth II, the first queen of the Andals, the Unborn, the mother of dragons. Oula, pardon, je m'égare. Sacrilège donc. Oui, pourtant Elisabeth II ne doit pas monter souvent des dragons.
Ou le prince Philippe. Je ne sais pas. Il a dit qu'il prenait sa retraite, le pauvre. Bon, enfin, en tout cas, ça doit pas être évident. Mais du coup, il y a une question qui me chiffonne. Comment s'en sortent nos petits Frenchies là-dedans? Ah bah, soulagé que tu me poses cette question. Écoute, mal, très mal même. C'est assez drôle car au final, ça va parce que ça mène que rarement à des incidents diplomatiques. On peut commencer par le président François Hollande, donc champion en la matière. Champion en beaucoup de matières. Ah ouais, mais celle-là spécialement. Donc selon le Parisien, après l'affaire du scooter de notre cher président, le protocole américain était devenu nerveux. En effet, il devait s'y rendre 2 mois plus tard avec Valérie Trierweiler. Il a fallu donc détruire et réimprimer les invitations, donc sans le nom de la Valoche. Le protocole s'est même demandé si Valérie une autre... Trierweiler. Ouais. Elle va te tweeter parce que tu sais qu'elle est très active sur Twitter. Tu devrais faire très attention. J'ai peur, mais... Donc le protocole s'est même demandé si une autre femme, Julie Gaillet en l'occurrence, prendrait la place vacante. Conclusion, le président célibataire fut seul pour accueillir, aux côtés du couple Obama, tous les invités. Français compliqués, doivent se dire les Américains. Et oui, ce n'est pas la première fois que la Maison-Blanche doit s'adapter aux affaires de cœur des Français. En novembre 2007, Nicolas Sarkozy, séparé de Cecilia, s'était présenté seul au dîner d'État offert par George W. Bush. Magnifique accent. Oui, bravo, hein. Tu fais l'anglais depuis longtemps? Ouais, quelques années. Je peux te dire que j'ai passé 2-3 années On le sent, aux hein. États-Unis, en Angleterre et tout. J'ai l'impression que T'inquiète c'est pas. un accent du sud. Caroline du Sud. Caroline du Sud. Caroline du C'est Sud. ça, mais j'ai tout de suite reconnu. Non, pas de problème. Donc le problème majeur posé par ces absences, c'est la danse. Ah oui, parce que je vous ai pas encore dit, il y a toujours une danse de mise dans un dîner d'État. Le président hôte débute avec la femme du président invité et inversement. Pour ce dîner, du coup, pas de danse, ce qui est dommage au vu du niveau du niveau visiblement olympique qu'affichait François Hollande dans cet exercice. Mais j'en doute pas une seconde. Il adore le foot. Je suis sûr qu'il adore la danse aussi. Bah dis-toi, à tel point que lors d'un dîner d'État en Afrique du Sud, il avait envoyé Laurent Fabius représenter la France sur la piste de danse, sachant que Laurent Fabius, comme ça, c'est pas Oui. la première image qu'on a du Baryshnikov. danseur incroyable. Enfin, tu vois, c'est pas Fred doit Astaire, le gars. pouvoir nous étonner, j'en suis sûr. Mais je pense qu'il nous étonne. Je pense qu'il a étonné pas mal de monde à ce dîner. Ouais, donc ces autres pays doivent nous détester à travers nos présidents, à chacun son tort. En effet, le responsable du protocole chinois a sermonné plusieurs fois Macron pendant sa visite, donc la dernière visite, il y a quelques mois, pour ses incessants retards, dû à son goût pour la participation systématique à toutes les activités proposées. Notre président, c'est un peu Hermione Granger, vous savez, qui veut participer à toutes les options de cours. Ouais, ça doit être exactement Il faut ça. remonter le temps pour... Hop là non. Très bonne comparaison, ça Flavien. Non, mais je suis un petit peu monsieur comparaison. Bon, en tout cas, c'est très passionnant, tous ces détails. Mais au final, si toi, t'étais invité à un dîner d'État, tu irais ou tu n'irais pas? Oh, et on ne parle pas de la danse. Tu irais ou tu irais Alors pas? déjà, si on parlait de la danse, évidemment que j'irais. J'enflammerais le dance floor. Mais non, à part ça... Pardon. À part ça, je pense que évidemment que j'irais. Déjà, il faut se rendre compte de l'importance de ces dîners d'État. C'est la base de représentation des pays auprès des plus grandes élites étrangères. C'est souvent dans ces cadres-là que se jouent de futurs accords commerciaux, culturels, politiques, voire environnementaux. Ce qui en fait la première grande raison de leur intérêt. Bien sûr, le tout avec d'excellents plats et quelques ratés, amusants, vous obtenez les rendez-vous immanquables et indispensables. Donc, absolument, ma réponse est oui, j'irai à tous ces dîners d'État. Et si j'étais invité. j'espère que tu m'inviteras aussi. Et je t'inviterai aussi, d'ailleurs, peut-être qu'en tant que président, je vous inviterai tous. Et mais ça, c'est pas peut-être. encore fait. Est-ce une générosité. candidature? De toute façon, je vous ai Je dit à chanterai la pour sortie de toi. l'ENA, j'y serai. Ah, Dès demain soir. merci beaucoup Mathieu. Préparez-vous. Nous suivrons avec beaucoup d'intérêt ton évolution Merci. professionnelle et notamment de carte d'invitation. Voilà, on va passer... C'était nul comme blague, effectivement. Ouais, c'était raté là, cette suite là. On va passer On aurait pu faire mieux. à autre chose et en même temps on reste dans le thème, comme dirait notre amie Christina, puisque Ma chérie. puisque nous allons parler de gastrodiplomatie avec Camille. Oui, exactement. Et comme disait Talleyrand à Napoléon, donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités. L'homme d'État français envisageait de cette manière la nourriture comme un outil favorisant le dialogue diplomatique. Ok pour Talleyrand et Napoléon, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Ce concept, aujourd'hui, est illustré par le Club des chefs, dit CCC. Tintin.
Le projet est né en 1977 par Gilles Bragard à la suite d'un dîner organisé à l'auberge du Pont de Collonges. Il s'agit d'une sorte de G20 culinaire rassemblant les meilleurs cuisiniers de la planète pour satisfaire les puissants du monde entier. Comme le rapporte le journal Le Monde, c'est un peu de l'honneur national qui se joue à chaque dîner officiel. D'après le fondateur de ce club, les chefs cuisiniers des chefs d'État ont 3 missions principales. La première est de défendre la gastronomie du pays, la mettre en avant. On assiste alors à une sorte de nationalisme culinaire. La deuxième mission est de veiller au bien-être du chef d'État en élaborant des menus sains avec des produits de bonne qualité. Enfin, la dernière mission est purement diplomatique. Attends, je t'arrête 2 secondes là. J'arrive pas à voir le côté diplomatique là de ce que tu nous racontes. Justement, j'allais y venir. J'ai d'abord une question pour vous. Quel est l'aliment que vous détestez le plus ? Oula, moi je vais essayer de faire court. Pizza, bonbons, salade, tomate. Comment tu mens? C'est à peu près ça. Faut que vous C'est sachiez très qu'il raccourci. mange ça toute la journée quand même. Super triste quand même. C'est quand même... Genre je confonds parfois le concept de bonbon avec Mathieu, c'est vraiment exceptionnel. J'ai pas compris. Flavien, t'as déjà eu un essai pour préparer ça. Bon, au lieu de dire n'importe quoi, Flavien, qu'est-ce que tu n'aimes pas, toi ? Alors qu'est-ce que j'aime pas, je vais vous le dire de façon simplement aussi comme Mathieu. Et je sais, je vais vous le dire car ma maman, je crois, Dis-nous. n'écoute pas. Dis-nous tout, Père Castor. Le père Castor va vous le dire. Histoire. Moi je n'aime pas bien tout ce qui est légumineux. Voilà. Encore plus chiant Je que moi. pense que tu ne vas pas être le seul. Et toi, Elodie ? Moi, c'est le fromage. Ah, mais j'aime pas pas une non petite plus. vache qui rit. Non. Alors attends, question, parce que là, est-ce que tu aimes les yaourts? Oui. Ah, parce que tu vois, il y en a qui aiment pas le fromage, mais qui non. aiment les yaourts. On est certain que tous les auditeurs sont super intéressés par cette conversation. On a rarement vu une fondue au yaourt. Mais Un jour peut-être. Un jour, Ça, j'ai pas compris non plus. un jour ça arrivera. Un jour. Non mais je le dis, je me lève. Je me lève et je dis, un jour une fondue au yaourt Bloque pas, existera. Flavien. T'as pas mal de défis à tenir là déjà avec l'autre truc. Flavien, tu dois déjà te baigner Et dans il y le aura une lac. fondue de yaourt dans le fleuve purifié, n'est-ce pas Hugo? Allez. Exactement. Eh bien, je ne participerai pas. Je ne participerai pas. Donc, Mais du coup oui, qu'est-ce qui se passe quand on n'aime pas les aliments? Flavien, si je t'invite chez moi et que je te fais des légumes, comment réagirais-tu ? Eh ben, comme tu sais que je n'aime pas les légumes, je pars de chez toi, du coup, puisque je t'en veux beaucoup. Et des légumes au rhum, juste. J'ai une question. Mais non, mais les gens vont voir que j'adore le rhum. Effectivement, j'ai une appétence, on pourrait le dire, pour le rhum. Mais les légumes au rhum, ça a toujours le goût de légumes. Hein. Donc, tu n'aimes pas les légumes. J'aime pas les légumes. Donc, non. du coup, ton humeur sera beaucoup moins bonne. Je ferai un petit peu la tête, on peut le dire. Donc, ton humeur, tu seras de beaucoup plus mauvaise humeur si je te fais des légumes que si je t'avais fait des crêpes ou je ne sais quel autre aliment. Ah, les crêpes, là, je serais très content. Eh bien, c'est la même chose pour les chefs d'État. Par exemple, il ne faut pas imaginer servir des asperges à François Hollande, il n'aura folle, pour ainsi dire, pas du tout. Ouais, mais comment on sait alors quel plat préparer? Là, c'est justement le but du club des chefs. Il suffit de décrocher ce qu'ils appellent le téléphone bleu pour obtenir toutes les informations nécessaires au bon déroulement du repas. Mais attention, ces informations doivent rester confidentielles. En effet, les chefs se gardent de communiquer publiquement ce que n'aime pas leur patron. L'anecdote va sûrement vous faire sourire, mais par exemple, le président Bush père avait eu la mauvaise idée de dévoiler qu'il détestait le brocoli. Résultat, les producteurs de ce légume avaient déversé des cargaisons entières de brocolis devant la Maison Blanche. Mais Gros gâchis. moi, je soutiens Monsieur Bush-père car je n'aime pas du tout les brocolis non On plus. s'en doutait. Donc dans ce cas, autant toujours préparer le repas préféré des chefs d'État. Eh bien non, justement. Il faut éviter de tomber dans ce que les chefs appellent le syndrome de la tête de veau. En effet, Jacques Chirac adorait ce plat, mais à force de s'en voir servir à chaque dîner, il ne pouvait plus le voir. C'est dans cette optique que le chef cuisinier de la reine Elisabeth II ne divulgue jamais les péchés mignons de celle-ci. Ça m'a l'air bien compliqué ton affaire là. T'as pas un cours pour nous expliquer tout ça? Eh bien si, justement. En 2014, l'American University de Washington a mis en place un cours de gastrodiplomatie. Il s'agit d'étudier les relations internationales à travers la nourriture. Ce cours propose de la théorie, mais aussi une réelle immersion sur le terrain. Par exemple, un déjeuner dans un établissement éthiopien a permis aux étudiants de savoir plus sur l'influence de la cuisine italienne sur la gastronomie éthiopienne. Bien sûr, on n'est pas sans vous rappeler que l'Éthiopie était une ancienne colonie italienne. Autant vous dire que les 19 places proposées ont été prises d'assaut. Outre les cours, des conférences plus ponctuelles sont parfois données sur le sujet. Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Élysée, avait par exemple commencé son intervention à Sciences Po avec un « Il y a 20 ans, vous n'auriez jamais invité un cuisinier à Sciences Po pour donner une conférence ». Cela montre bien l'importance grandissante de la gastrodiplomatie dans l'étude de la politique. Merci Camille, un petit mot pour conclure. Eh bien oui, je finirai en citant la maxime des grands cuisiniers des chefs de ce monde. La politique divise souvent les hommes, mais une bonne table les réunit toujours.
Merci beaucoup Camille, C'est c'était beau. très beau comme chute, j'adore beaucoup. On va passer à un tout autre sujet. Cette fois-ci, on quitte les dîners d'État, on reste au dîner et au déjeuner et parfois même au petit déjeuner, puisqu'on va parler des scandales alimentaires qui ont éclaté aux quatre coins du monde avec Elodie, c'est ça? C'est tout à fait ça, Flavus. Alors, je pense qu'on Je en ne a... soutiens pas ce surnom, hein, je le dis, je ne soutiens pas. C'est pas mon problème. Je pense qu'on en a tous entendu parler quand même, au moins d'un scandale alimentaire qui a pu affecter notre quotidien. Donc la plupart des scandales alimentaires, ils touchent le secteur de la viande, mais il y en a aussi dans le secteur laitier ou dans le secteur des œufs. Il faut savoir donc que ces entreprises à l'origine de ces scandales, elles sont présentes sur le marché mondial de l'industrie alimentaire. Donc ce qui par conséquent va avoir un impact quand il y a un scandale sur un panel très large de consommateurs. Mais alors attends. Ce sont de grandes entreprises alimentaires ou agroalimentaires, Oui. donc qui ont les moyens. Comment ça se fait qu'il y ait des scandales comme ça alors qu'elles pourraient avoir les moyens d'élaborer de grandes politiques ou stratégies sanitaires dans leur entreprise en respectant les normes, par exemple, définies par l'OMS? Eh bien, merci de ta question. C'est justement l'élément pour comprendre la raison de ces scandales. Donc justement, ces entreprises, comme tu le sais, si tu as été en ES... Non, n'a j'étais pas en été en S, ES. SI et je défends le Oh. bac SI. Vive les ES. Bon, Vive vive, les bacs sciences de l'ingénieur, Lamartine-Montplaisir, RPZ, voilà. Alors écoute bien ce que je vais dire, donc si tu connais pas. Donc les entreprises sont en recherche de profit. Et du coup, là, en plus, dans l'alimentation, encore plus en recherche perpétuelle de compétitivité, parce qu'on mange beaucoup, donc il y a de quoi se faire de l'argent. Surtout Mathieu qui mange des bonbons toute la journée. Oui, au moins. Voilà. Et je n'ai pas de chute. Plus Nutella que bonbon. Ah, Nutella. Bah, ça, j'aime bien. Ah, moi aussi, j'aime bien. Étonnamment. Ouais, Je peux étonnamment. poursuivre Je peux vous laisser, hein, il n'y a pas de problème. Non, mais du coup, voilà, donc le but de ces entreprises, c'est d'avoir un public le plus large possible et d'avoir un profit le plus important. Et du coup, ça se fait parfois au détriment de la santé des consommateurs et de la qualité du produit. Donc il arrive qu'elles ferment les œufs sur certains procédés disgracieux afin d'acheter à moindre coût. Donc dans ces procédés, on a par exemple le fait d'acheter de la viande de cheval utilisée pour des expérimentations pour la mettre dans des plats destinés à la grande distribution. Attends. Mais là, il y a un truc. Comment le consommateur, comment nous ne nous rendons pas compte des transgressions de ces normes? Parce que derrière les produits, par exemple, quand j'achète des petits lus, voilà, parce que j'aime bien les petits lus, ou des princes, parce qu'on ne cite pas de marque, eh bien, il y a la composition du produit derrière. Tu ne l'avais Tout pas à vu fait. venir. Ah, pas du tout, non. Donc oui, donc comme tu l'as dit, la composition des produits, elle est censée être publique, mais je ne vais pas t'apprendre qu'il arrive qu'on mente. Hein. Donc c'est ce qui se passe avec ces entreprises qui ne disent pas tout. Donc vous allez me dire que là, justement... C'est un dol. C'est un dol. C'est un dol, tout C'est à un fait. dol. T'avais combien en civil? Oui, parce qu'on étudie le droit et la science politique autour de la table. Non, pas ici. Ah oui, le droit et la philosophie. Je m'écarte sensiblement de mon sujet. Là. Effectivement. C'est en train de lui pourrir sa chronique. Non, mais du coup, là en ce moment, on parle beaucoup De des Nutella des avec politiques, Mathieu. des politiques de transparence. Mais du coup, je vais vous donner un exemple pour prouver que leur politique de transparence n'est pas toujours transparente. Un exemple. Donc, par exemple, du coup, c'est un manque de transparence. Donc, si tu achètes une boîte où c'est soi-disant des lasagnes au bœuf et que tu regardes la composition sur les étiquettes, c'est écrit qu'on mange du bœuf. Mais je vous apprends pas que suite à des tests, il s'est avéré, par exemple, dans le scandale Spanghero, qu'il y avait également du cheval. Non mais attends, parce que moi on m'a toujours dit qu'un carré, c'était un rectangle particulier. Est-ce que le cheval, ce n'est pas un bœuf particulier? Ah, celle-là, elle est Il belle. va Elle est pas mal, très hein. très loin. Ouais, franchement, moi, ça me dégoûte pas spécialement quand on dit cheval comme ça. Enfin, faut tester, quoi. C'est Oui. c'est à manger. C'est quand même un jour dans sa vie. Faut avoir mangé un Des kangourou insectes, ou tu sais, un- toutes les espèces en voie un- de disparition. Faut avoir mangé un rhinocéros blanc. Quoi. Des Je veux dire, si pandas. t'as pas mangé de Il rhinocéros paraît blanc. que le panda Ou un est panda, très goûtu. exact. Le rhinocéros blanc, oui, mais un petit peu plus charnu. Mais je crois qu'il n'y en a plus qu'un. hein. Il y en a- Il me semble que ça. Il faut vite le manger. Vous êtes ignoble. C'est la morale donc de cette chronique. Oui, donc. Donc voilà, donc si ça vous fait plaisir d'en manger, pourquoi pas, mais dans tous les cas, il s'agit quand même d'une falsification de marchandises, voilà.
Et toc. Et toc. Bien envoyé. Quelles sont les conséquences sur la consommation suite aux révélations sur le grand public de ces scandales? C'est des conséquences assez désastreuses qui amènent même à se demander l'intérêt des grands distributeurs de transgresser les normes, justement. Donc, avec tous ces scandales alimentaires qu'on a eus depuis les 30 dernières années, les consommateurs se sont mis à douter de la sécurité des produits vendus en grande surface. De plus, on ajoute à cette méfiance grandissante la sensibilité du consommateur et ils sont de plus en plus regardants. Donc, de plus en plus, les consommateurs décident de se détourner des grandes surfaces pour revenir dans les commerces de proximité spécialisés, quitte à même payer un peu plus cher. Est-ce qu'il y a des zones géographiques plus propices à ce genre de contournement de normes? En fait, ils concernent surtout les pays à l'économie développée, parce que ce sont eux les pays exportateurs et producteurs qui ont un marché mondial. Mais au-delà de ça, si on regarde l'ensemble des crises sur les 30 dernières années, les pays berceaux sont assez diversifiés. Donc par exemple, on a l'Allemagne pour l'affaire des graines germétueuses, le Vietnam et la Thaïlande pour la grippe aviaire, et aussi la France pour le lait infantile de Lactalis. Mais du coup, avec toute la médiatisation des crises sanitaires qu'on a eues, il doit y avoir moins de scandales, non? Eh bien non, justement, en fait. Il n'y en a pas du tout moins. Oh, c'est trop mignon avec la voix. Et même la dernière... Eh ben non. Surprise. Oui, pardon, je te laisse continuer. Oh, décidément la pauvre. Oh, des interventions toutes les 10 secondes sur sa chronique. Mais elle fait réagir à une chronique où on réagit, c'est une chronique intéressante. Exactement. Merci. Putain, j'ai peur, vous n'avez pas beaucoup réagi sur la mienne. Tu rigoles. Non, mais du coup, oui, donc même s'il y avait toutes les grandes affaires là, qui ont été hyper médiatisées, comme celle de la vache folle, on aurait pu penser qu'il y avait plus de transparence, mais en fait, non. Parce que j'ai constaté qu'il y avait encore plein de scandales qui avaient éclaté sur les 30 dernières années. Le dernier en date, il remonte à mi-janvier et il vient de France. C'est celui du géant de l'entreprise agroalimentaire Lactalis qui a commercialisé un lait infantile infecté avec la bactérie de la salmonelle. Donc après que ce scandale a été révélé au public, les produits ont été repris et ce rapatriement a concerné plus de 83 pays. Donc d'ailleurs, par rapport au scandale, il y a certaines grandes enseignes qui cumulent de manière aberrante. Donc par exemple, il y a le groupe Ikea, donc c'est celui qui m'a paru le plus flagrant, qui a multiplié les crises alimentaires. Avec la première, celle des boulettes de viande qui contenaient du cheval. Elle n'aime pas le cheval, Elodie, elle n'aime pas le cheval. Décidément. Je n'aime pas le cheval. La prochaine, c'est pour Mathieu, parce que je sais que ça va lui plaire. C'est l'affaire des tartelettes aux matières fécales. alors là, je vois pas du tout pourquoi il fait référence à moi. C'est une attaque personnelle. Ah ouais, c'est une attaque personnelle, je comprends pas, mais on en parlera après l'émission, je pense. Il y aura un combat. Et je serai l'arbitre, voilà. Du coup, c'était en 2013 cette affaire. Et donc, on a trouvé des bactéries révélatrices d'une contamination fécale. Mais ce qui ressemble à un mauvais épisode de Chronique criminelle ne s'arrête pas là, parce qu'on a eu plein d'autres scandales, à savoir celui concernant les lasagnes d'élan dans lequel on a trouvé du porc, des boulettes de viande qui ont causé des malaises à ses consommateurs, ou encore, pas plus tard qu'avant-hier, des guimauves qui auraient été contaminés par des bactéries au contact de souris. Miam miam, ça me donne faim tout ça. Oui, je comprends. Du coup, j'aurais pu en conclure que les scandales alimentaires sont assez fréquents dans les produits présents en grande surface et qu'il faut se méfier. Merci beaucoup, Elodie. Un petit mot pour conclure, peut-être ? Ouais, je dirais simplement que je souhaite pour les consommateurs d'IKEA que l'adage « on est ce que l'on mange » admette quelques exceptions. Décidément. Au moins, elle a réussi sa sortie. Un petit peu taquine, oui, je vois ça. J'espère aussi. Merci beaucoup pour toutes ces chroniques. Elles étaient très intéressantes. On va passer, pour finir l'émission, à une petite chronique culture. Bonjour Flavien, bonjour à tous et me voilà aujourd'hui pour votre chronique culturelle hebdomadaire. Alors, j'ai une petite devinette pour vous. Elle se tient le vendredi 2 mars au soir, mélange tout le beau gratin du cinéma français et s'ouvre pour la 43e année consécutive. Je suis... Et oui, la cérémonie des Césars évidemment, bien joué. Cette année, le comédien et humoriste français Manu Payet a été désigné pour en être le maître. La présidente était la célèbre Vanessa Paradis et l'invité d'honneur la belle Pénélope Cruz. Sans surprise, le film français 120 battements par minute a été récompensé meilleur film de l'année 2017. Il raconte la lutte contre le sida de l'association ACT UP Paris dans le début des années 90. Le film d'Albert Dupontel Au revoir là-haut, adapté du roman de Pierre Lemaître, a aussi raflé de nombreuses catégories. Il retrace l'histoire de deux poilus survivants de la Première Guerre mondiale et de leur réintégration dans une société civile un peu chamboulée.
Ce fut donc une belle cérémonie, bien que très critiquée par la presse pour sa gêne et son manque de qualité, à laquelle nous étions tous habitués. Strass, paillettes, jolies robes, nœuds papillons soyeux, tout y était. D'ailleurs, celle qui a fait fureur dans sa grande robe violette, c'est l'invitée d'honneur Penélope Cruz, qui succède à George Clooney. L'actrice espagnole a décroché le César d'honneur pour sa filmographie plus que complète. Elle a en effet plus d'une 50aine de films à son actif, qu'ils soient hispaniques, anglophones ou francophones. L'actrice polyglotte a tourné avec les plus grands, Woody Allen, Pedro Almodovar, Tom Cruise, Matt Damon, Johnny Depp et j'en passe. Elle remercie le cinéma français par un émouvant discours en français, puis en espagnol. Preuve que le cinéma français, bien que sujet à l'ego trip, se veut tout de même ouvert sur le monde et reconnaissant du cinéma international. D'ailleurs, Faute d'amour, un film germano-russo-franco-belge, désolé, je doute que la formulation soit possible, mais bref, 4 nationalités dans un seul film décrochent le César du meilleur film étranger. Le cinéma français fait-il donc preuve d'internationalisme, Alors oui, évidemment, et cela a toujours été. Il semblerait que le cinéma puisse revêtir 3 rôles dans les relations internationales. Un premier rôle plutôt pédagogique, d'illustration des concepts et des théories. On pourrait citer par exemple Star Wars, qui retrace le parcours d'un jeune Jedi, Luke Skywalker, et d'une rébellion qui veut renverser l'Empire galactique, un régime politique totalitaire, illustration de la perception des conflits. Un second rôle de critique, tendant à décrire le cinéma comme étant porteur d'un discours politiquement marqué. On pense par exemple à l'œuvre de Charlie Chaplin avec Le Dictateur, qui met en scène un régime totalitaire, fasciste, mené par un dictateur qui ne nous est pas inconnu. Ou encore Les Temps modernes, une critique du Fordisme et du travail à la chaîne. Enfin, le troisième et dernier rôle, le cinéma peut être l'outil du soft power, c'est-à-dire qu'il peut avoir le pouvoir de convaincre, d'influencer implicitement le comportement d'un acteur à travers le monde. Le cinéma français est renommé dans le monde, tout comme le cinéma hollywoodien et bollywoodien, les plus grosses et célèbres industries cinématographiques. Mais certains critiques et journalistes tendent même à penser qu'une troisième serait en plein essor, et il s'agirait de l'industrie cinématographique nigérienne. On parle alors de cinéma nollywoodien. Surprenant, non ? Le Nigeria se place en 2e position dans le classement des pays produisant le plus de films, devant les États-Unis et derrière l'Inde. Le secret résiderait dans la fierté des Nigériens de voir des images issues de leur nation et dans des scénarios donnant le pouvoir aux femmes. Les films les plus populaires au Nigeria racontent l'histoire de jeunes femmes riches, indépendantes et avec de hautes responsabilités. Les femmes sont donc à l'honneur dans le cinéma nigérien, mais aussi dans le cinéma international en général. Le noir était de rigueur aux Golden Globes, en soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes. La cérémonie des Césars était sous le signe du ruban blanc. Alors qu'en sera-t-il alors de la cérémonie des Oscars qui se tiendra à Los Angeles ce dimanche 4 mars ? Merci beaucoup. Merci Lucille. Lucille, on a appris plein de choses avec ta chronique. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée cette fois-ci au droit atmosphérique et surtout à l'espace dans les relations internationales. Merci beaucoup, c'était la PNIX sur le 3e lieu. Au revoir. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un Youpi.